vis-à-vis de la France insoumise et de Mélenchon, je crois que je termine le chapitre qui vous a inspiré votre question en disant encore un effort, camarade Mélenchon, quelque chose comme ça, de manière assez ironique, c'est-à-dire que, enfin pas ironique, mais humoristique. Je crois que je dis dans ce chapitre qu'il nous faut aujourd'hui trouver les voies de création d'un nouveau comité national de la résistance. C'est-à-dire d'une union des gens, quelles que soient leurs options politiques, qui pensent qu'il est vital pour la démocratie, pour la nation, pour la France et pour la pérennité de la France, de sortir de ce machin européen, ou encore mieux de le faire éclater. Parce que ce qui est l'évidence, c'est que si la France en sort, ça n'existe plus. Il n'y a plus de continuité géographique. Vous aurez l'Italie d'un côté, puis l'Italie, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est quand même très tentée. Et vous aurez la péninsule ibérique de l'autre, l'Europe du Nord, dont les liens sont traditionnellement très étroits avec la Grande-Bretagne, et aussi la Grande-Bretagne prend le large. Ils seront forcément tentés à un moment de recréer quelque chose comme ce qui a existé dans les années 60 qui s'appelait l'Association européenne de libre-échange, qui faisait le pendant à la communauté économique européenne. Vous avez l'Allemagne qui est au centre de tout ça et qui aujourd'hui fait figure d'hypercentre de ce système. Puis vous avez l'Europe de l'Est, pour qui le parapluie américain est beaucoup plus important que l'appartenance à l'Union européenne, et pour qui aujourd'hui est en train avec le groupe 16+1 qui inquiète beaucoup Bruxelles, est en train de regarder de plus en plus vers la Chine et beaucoup moins vers l'Union européenne. Donc vous avez ce machin européen qui est en train d'exploser en réalité sous nos yeux. Donc moi j'attendais de Mélenchon à l'époque. J'avais lu quelques textes dans lesquels il analysait assez clairement ce qui était le rôle délétère de l'Allemagne dans toute cette affaire-là. Et je pensais que ce qu'il était en train de faire, c'était une action pédagogique vis-à-vis d'une certaine gauche pour lui dire, ben, vous voyez, il n'y a rien à faire dans ce cadre-là, il va falloir en sortir. Et je crois que je disais quelque part dans ce chapitre, mais à mon compte, pas au sien, il va falloir apprendre à certaines gauches à ne plus prendre les vessies européennes, les vessies néolibérales européennes pour les lanternes de l'internationalisme. C'est-à-dire que quand vous regardez les Hamon, etc., je veux dire, les bras vous en tombent, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous disent ah ben oui, mais l'Europe, c'est la paix. Donc c'est pas la paix. Je veux dire, la paix, c'est la bombe atomique et la dissuasion nucléaire et rien d'autre en Europe. Donc ces gens-là continuent à tenir un discours qui est un discours totalement. Alors je terminais ce chapitre en disant encore un effort, camarade Mélenchon, c'est-à-dire maintenant il faut aller au bout de la logique. Là, il n'est pas allé au bout. C'est-à-dire que manifestement, soit les forces de rappel à l'intérieur de son mouvement étaient trop fortes, soit lui-même n'est pas convaincu, soit il est incapable de trancher entre des forces qui composent son mouvement gazeux et qui ne sont pas d'accord sur la question. D'ailleurs, il y a depuis eu des départs de souverainistes affichés comme Georges Kosminovic ou François Koch. Voilà, et donc tout ça tourne en autre boudin. Alors, ça tourne en autre boudin, pas seulement aujourd'hui. Vous dites 2018, mais en réalité, moi, j'ai pas voté pour Mélenchon au premier tour, après avoir beaucoup hésité, et j'ai pas voté pour lui à cause du discours qu'il a fait le dernier soir avant le premier tour, à Dijon, si je me souviens bien, où il a cru utile de dire que jamais la France ne sortirait de l'euro.
Et donc pour moi, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, c'était terminé. C'est-à-dire à partir de ce moment-là, le plan B, qui n'a jamais eu aucune consistance, était purement et simplement de la foutaise. Et donc, j'ai eu effectivement, pendant toute la campagne, je me suis posé la question, j'ai écouté très précisément ce qu'il disait. Alors un jour, je me disais, bah oui, finalement, ça peut peut-être vouloir dire qu'il va aller de ce côté-là, et puis la déclaration suivante, il allait dans l'autre sens, et puis la dernière déclaration, ça a été l'Europe, la France ne sortira jamais de l'euro. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Depuis ce moment-là, je n'ai plus cru à rien du côté de la France insoumise, et je crois que le fait aujourd'hui donne raison à cette analyse-là. Alors après, vous avez l'UPR et Asselineau, je veux dire, avec qui je me suis retrouvé, je ne le connaissais pas, je me suis retrouvé dans le même débat chez Frédéric Tadei au mois de novembre, je crois, face à deux européistes. Il se trouve qu'on a très bien fonctionné, on ne se connaissait pas l'un et l'autre, on a très bien, je trouve, très bien fonctionné ensemble dans ce débat, on était très complémentaires. Que vous dire d'Asselineau? D'abord qu'il a eu le courage de mettre la question au centre de son mouvement politique, que je trouve ça éminemment courageux et positif. C'est-à-dire que enfin, il y a quelqu'un qui dit il faut en sortir. Après, si vous voulez, là où j'ai des réserves, c'est que pour moi, le discours d'Asselineau aujourd'hui est un discours qui est beaucoup trop technique, techno-juridique, et qu'il ne peut pas accrocher, comment on va dire, je vais parler avec un vocabulaire des années 70 à la Georges Marchais, il ne peut pas accrocher les masses populaires, parce qu'il emploie une rhétorique qui est une rhétorique essentiellement axée sur une analyse des traités qui est nécessaire. C'est pas une critique de ma part, c'est-à-dire qu'effectivement, il est nécessaire d'analyser les traités, il est nécessaire de dire ceci, cela. Mais la question de l'Union européenne, c'est une question fondamentalement politique. Et si on ne met pas systématiquement au centre, si on ne martèle pas jour après jour, à chaque intervention, que c'est le quotidien des gens que les décisions européennes impactent, que c'est leur pouvoir d'achat qui est mangé par l'existence de l'euro, que l'euro nous force à la désindustrialisation et au chômage de masse par sa surévaluation, etc., etc. Si vous voulez, oui, mais il le met sur la table avec un vocabulaire d'énarque. C'est très bien, les énarques. Hein. C'est des gens qui sont... Mais si vous voulez, force est de constater que, pour l'instant, je souhaite que ça accroche. Hein. Si ça accroche à un moment, tant mieux. Je serais content d'avoir eu tort. Mais je pense que ça n'est pas avec cette rhétorique-là qu'on peut gagner. Et qu'aujourd'hui, il faut y aller avec un discours beaucoup plus direct et beaucoup plus axé sur le quotidien des gens. Maintenant, on voit bien dans les manifestations des Gilets jaunes combien l'idée de Frexit et la personnalité d'Asselineau a un certain écho. Donc peut-être que je me trompe. Et si je me trompe, tant mieux. Alors pour tout vous dire, j'ai voté pour lui au premier tour des présidentielles. Finalement, j'ai voté pour lui au premier tour des présidentielles, malgré mes réserves. Est-ce que je ne me voyais pas voter pour quelqu'un d'autre à partir du moment où Mélenchon avait dit ce qu'il avait dit, et à partir du moment où il y avait quelqu'un qui disait il faut en sortir, moi, avec ce que je pense, je ne me voyais pas faire autrement. Et si je vote pour les européennes, je n'ai pas encore décidé si je votais ou pas, vu les listes qui sont en lice aujourd'hui, voilà, probablement c'est ce que je ferais si je décide de ne pas m'abstenir. C'est vrai que certains, comme parlait de l'Europe, le PSF, comme la
Voilà, alors si vous voulez, la question aujourd'hui, la question est compliquée, parce que à la fois, vous pouvez dire, ce Parlement n'est pas un Parlement. Donc, participer au vote, c'est participer à une comédie électorale qui n'a de toute manière aucune portée et qui, d'une certaine manière, légitime quelque chose qui n'est pas légitime. Donc la question de l'abstention se pose. En même temps, est-ce que le système politico-médiatique tiendra compte du taux d'abstention dans les commentaires qui seront faits? C'est-à-dire que, bon, ben voilà, on va dire pendant 10 minutes il y a 60% d'abstention, ou il y a plus, et puis ensuite on va dire, ah ben oui, mais la REM a gagné parce que avec quelque chose qui va de Royal à... Qui c'est le dernier là à droite Raffarin arrive à 23% et demi ou 24%, c'est-à-dire à moins du quart des suffrages exprimés de 40% du corps électoral. Vous comprenez? Alors ça devient... C'est-à-dire que le commentaire politique devient ridicule. C'est-à-dire qu'on va vous dire que ce qui autrefois faisait, c'est-à-dire ces forces qui vont de Royal à Raffarin et qui autrefois représentaient 80% des votes avec 70% des votants, aujourd'hui ça va représenter 24% des votes de, mettons, 40% des votants, et on va vous dire que c'est une victoire. Donc effectivement, c'est absurde. Le commentaire politique est devenu absurde. Enfin, le commentaire des politistes est devenu absurde. Mais d'une certaine manière, si vous voulez, comme historien, je me rends compte que les mots d'ordre de boycott des élections ont toujours fait le jeu de ceux qui ne les ont pas boycottés. C'est quelque chose qui me tente, et en même temps, ma culture d'historien me retient. Et puis ma culture de démocrate aussi. Donc très franchement, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. À moins qu'il y ait une liste qui... sinon, probablement, si je vote, je voterai pour la liste UPN. Sur le fond, je ne me sens pas en désaccord avec lui, mais je pense qu'il a fait une erreur stratégique fondamentale de s'engager à un moment au Front National. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je suis gaulliste, le Front National, c'est la famille politique du petit Clamart. Voilà, c'est les gens qui ont tiré sur De Gaulle. J'entends bien, hein, je veux dire, la fille n'est pas le père, voilà, le discours a changé, Philippot a en partie façonné cette réorientation, et qui suis-je pour demander la mort du pêcheur? Mais si vous voulez, ça me pose problème. Alors, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas un CNR, qu'est-ce que c'est que le CNR? C'est quelque chose qui se forme pendant l'occupation, avec la volonté inflexible de Jean Moulin de dépasser les haines politiques et personnelles et les rivalités d'ego dans la résistance, pour arriver à mettre tout le monde dans une structure où tout le monde travaille ensemble. Et quand je dis tout le monde, vous avez en réalité des communistes à l'extrême droite d'avant-guerre, parce que... ben oui, vous avez des gens qui étaient à l'Action française, qui étaient à la Cagoule, etc. Donc pourquoi pas demain Philippot? Voilà. Mais moi, je ne peux pas voter pour Philippot avec ce qu'il a été avant. En revanche, si on fait une structure dans laquelle il y a des gens qui disent clairement qu'ils sont pour une société démocratique, etc., que ceux qui viennent
que Philippot dit, bah écoutez, voilà, je me suis trompé, pourquoi pas, je veux dire, mais si vous voulez, il y a la nécessité de créer ça. Alors comment on fait? C'est ça aujourd'hui qui est la question. C'est-à-dire que comment on n'a pas un Jean Moulin et on n'a pas un De Gaulle derrière qui est l'autorité pour dire écoutez, mettez vos égos dans vos poches, c'est le salut de la patrie qui est en cause, et il nous faut le temps de sortir de ce machin, nous mettre ensemble une législature, hein, ça s'appelle un gouvernement de législature qui va ensemble devant les électeurs et qui dit voilà quelle est notre vision des choses, et voilà, on vous propose en 5 ans de sortir de ce piège. Donc ça veut dire des mesures unilatérales immédiates, la nationalisation de la Banque de France, la sortie de l'euro, la reprise en main d'une partie du crédit, comme je vous disais tout à l'heure, la renationalisation de la politique agricole commune, de la politique agricole dans laquelle nous donnons plus d'argent que nous recevons, et la redéfinition d'une politique agricole qui, au lieu de financer les grands propriétaires, à commencer par le prince de Monaco, qui reçoit le plus de subventions parce qu'il a le plus de superficie, d'aller vers les petits paysans qui crèvent, qui se suicident et qui ne peuvent plus vivre de leur métier, de faire des choix d'agriculture biologique, etc. Bon, enfin, très important, dire dès en arrivant au pouvoir, nous ne reconnaissons plus la jurisprudence de la Cour européenne de justice. Parce que cette Cour européenne de justice, elle s'est attribuée elle-même un pouvoir total que personne ne lui a donné d'interprétation des traités, pouvoir au nom duquel elle produit du droit en permanence que les États sont ensuite obligés d'appliquer. Donc si vous voulez, il faut se mettre d'accord sur un programme commun de 5 ans, et dire aux Français, on va pas tout régler vos problèmes, on va simplement sortir, on va simplement gérer la sortie, et ensuite reprendra le débat démocratique droite contre gauche, vraie droite contre vraie gauche, c'est-à-dire projet contre projet. Et là, moi, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de gens qui disent qu'il faut un Frexit de gauche, ça ne veut rien dire, un Frexit de gauche. Et puis, alors après, il va falloir faire ce qu'on a fait à la Libération, c'est-à-dire un nettoyage de notre droit, c'est-à-dire virer de tout notre droit interne toute la législation européenne qui n'a rien à y faire. C'est-à-dire que voilà maintenant des années et des années que le Parlement français n'est plus qu'une chambre d'enregistrement de textes de loi qui sont adoptés ailleurs, sur lesquels il ne peut plus délibérer, qu'il ne peut plus refuser ni amender, et qu'il est obligé de transcrire en droit français. Donc il va falloir faire exactement ce qu'on a fait à la Libération avec le droit de Vichy, c'est-à-dire d'examiner tout le droit européen qui a été traduit dans notre droit français, et de dire ça on garde, ça on garde, ça on garde pas, ça on garde, ça on vire, ça on garde, ça on vire, etc. etc. Donc il y a un gros boulot à faire en 5 ans. C'est là aussi qu'à mon avis, la démarche d'Asselineau pose problème. C'est-à-dire qu'Asselineau dit « Je suis à moi tout seul le CNR. Ralliez-vous à mon panache blanc et… Ah oui, mais c'est pas comme ça, si vous voulez, qu'on bâtit, qu'on construit quelque chose ensemble. C'est-à-dire que construire quelque chose ensemble, ça ne veut pas dire « ralliez-vous à moi ». Ça veut dire… on bâtit quelque chose ensemble avec les différences et en se mettant d'accord pour arriver à obtenir 50% des voix plus une. Alors, très franchement, je vous dis tout ça, très franchement, je crois qu'on en est très loin. C'est-à-dire que, alors, ça bouillonne partout en ce moment.
Moi, je vois un peu ce qui se passe à droite, à gauche. J'ai participé à plusieurs initiatives, ici, là, ailleurs. Donc, pour moi, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrivera à faire coaguler tout ça avant que l'Union européenne ne s'effondre sous le poids de ses propres tares? Parce que je pense qu'on n'est plus très loin de ce moment-là. C'est-à-dire que je pense que tout ça finira comme l'URSS. Et si vous voulez, en 1985, personne ne pensait qu'en 1990, l'URSS n'existerait plus. Moi, je pense qu'on est à peu près en 1985. La dernière chose que je voudrais dire là-dessus, c'est que je suis plus optimiste aujourd'hui qu'il y a 6 mois. Et que le mouvement des Gilets jaunes est pour moi un sujet d'extraordinaire espoir. C'est-à-dire qu'on a vu dans cette affaire des gens qui se taisaient depuis 40 ans et qui subissaient depuis 40 ans et qui n'allaient plus voter depuis moins de 40 ans, mais qui petit à petit en 40 ans sont allés de moins en moins voter, dire maintenant ça suffit, on veut reprendre les choses en main. Alors ils l'ont fait avec plein de contradictions, évidemment. Comment voulez-vous qu'après 40 ans de propagande écrasante, enfin il suffit d'allumer encore aujourd'hui n'importe quelle chaîne de télévision pour entendre ce discours européiste qui ne tient plus debout, ça ne tient plus que par une espèce de propagande en l'air qui n'a plus aucune réalité, qui est une espèce de doxa que les gens qui se disent journalistes répètent jusqu'à la nausée, quoi, sans que ça veuille plus rien dire. Et en face, on a des gens qui essayent de se libérer de ça, mais qui n'ont pas forcément, comment vous dire, les outils conceptuels pour le faire. Donc c'est normal que ça prenne une forme, dans un premier temps, un peu explosive et un peu éparpillée. Maintenant, moi je vois, dès le deuxième acte, j'ai rencontré des gens, parce qu'on parle très facilement dans ces manifestations, donc j'ai vu des gens qui, très vite, sans que ce soit moi qui amène la question européenne sur le tapis, et vous disent mais de toute façon, si on ne sort pas de l'Europe, on est foutu. De toute façon, c'est l'euro qui nous étouffe, c'est depuis l'euro que nos emplois partent en Pologne, etc. Donc les gens, ils ont compris, malgré la propagande. Alors derrière, il faut que tout ça prenne forme. Alors, je pense que des gens comme moi qui ont travaillé sur la question, que je dis comme moi, mais il y en a plein d'autres, hein, mes copains Coralie Delhomme, Frédéric Farah, Christophe Barret, Bertrand Roumain, David Kella, et puis d'autres gens dans d'autres qui me sont moins proches, Gaël Brustier, des gens comme ça. Il y a plein de gens partout qui ont réfléchi à ces questions-là et qui peuvent derrière, comment je vais dire, nourrir les forces politiques qui sont peut-être en train de se structurer derrière cette explosion des Gilets jaunes. Moi, il se trouve que j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Aït Chaïmio, qui était d'origine arménienne, avec lequel on a échangé plusieurs fois, qui a lancé ou qui va lancer un mouvement qui s'appelle le MAC, le Mouvement Alternatif Citoyen. Bon, ben voilà, je lui ai dit très, très franchement, moi je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de moi pour vous apporter du biscuit, pour nourrir votre réflexion sur l'Union européenne, allez-y, demandez-nous. On est là pour être en soutien derrière vous et vous donner des arguments, vous permettre de réaliser combien il y a une jonction étroite et de nature entre ce qui vous a conduit dans la rue et ce que nous disons, nous, sur l'Union européenne.
Voilà ce que je peux vous dire sur la situation politique aujourd'hui et comment moi je me vois là-dedans. Il se trouve que j'ai écrit aussi une histoire de la Grèce et des Balkans, que je vis en Grèce, qu'une partie de l'année, que j'ai vu ce pays sombrer depuis 10 ans, etc. Je suis clairement pour un défaut de paiement de la Grèce. Et il ne s'en sortira pas autrement. Parce qu'elle a une dette qui est de 180% du PIB, on en reparlera peut-être à la fin de cet entretien. Pour la Grèce, il n'y a pas d'autre solution. Défaut de paiement pour la France, franchement, je pense qu'on n'est pas là. C'est-à-dire que la France recouvrerait sa souveraineté monétaire, reviendrait au franc, dévaluerait de 20%. Je crois que il y a une vidéo de Jacques Sapir cette semaine qui dit que, en gros, si j'ai bien compris, selon lui, selon les études de son centre de recherche, le franc est surévalué d'environ 16%, quelque chose comme ça aujourd'hui. Donc, si on retrouvait une parité monétaire de 20% de moins, on regagne de la compétitivité, on fait de l'inflation pendant 4-5 ans, vous ramenez la dette très vite à des niveaux, enfin, notre dette elle est aujourd'hui près de 100%, vous la ramenez très vite à 60%. Je veux dire, l'inflation, c'est le meilleur moyen de payer la dette. On n'a jamais payé de dette. Les États n'ont jamais payé de dette, enfin, sauf à l'époque de Philippe le Bel, où on faisait monter les créanciers au bûcher, mais on a un peu changé de méthode depuis. Si vous voulez, depuis l'époque moderne, en gros, quand un pays a une dette insoutenable, soit il fait, la dette de la France n'est pas insoutenable, soit il fait un défaut de paiement, c'est indispensable pour la Grèce, c'est probablement indispensable pour l'Italie, quoique, comme l'Italie, la dette italienne est détenue beaucoup en intérieur par les Italiens eux-mêmes, la question se pose différemment pour l'Italie, ce qui fait que l'Italie aurait probablement moins de mal que la Grèce à sortir du piège de l'euro. Mais nous, il suffirait qu'on fasse 5-6 ans à 6 ou 7% d'inflation, avec des salaires jusqu'à un certain niveau indexés, rétablir l'échelle mobile des salaires, des bas salaires, je ne sais pas moi, jusqu'à 3 000 ou 3 500 euros de salaire, on indexe les salaires sur l'inflation. Et puis, je crois que les Belges d'ailleurs n'ont jamais supprimé l'échelle mobile des salaires. Et puis les retraites. Et je vous fiche le billet qu'avec la croissance que crée la dévaluation, le redémarrage de la réindustrialisation, la baisse du chômage et la hausse des charges qui vont être versées et la baisse des dépenses de chômage, je veux dire, vous réglez la question de la dette en France très, très rapidement. Regardez ce qu'ont fait les Islandais. Les Islandais, ils sont aujourd'hui revenus à un niveau de dette qui est, je ne sais plus exactement, mais enfin, qui est de l'ordre de 50 ou 60%. Ils ont une inflation qui est revenue à un des taux les plus bas d'Europe. Mais après la crise de 2010, ils ont dévalué de 70%, je crois. Et donc, ils ont eu 4-5 ans où ils ont fait de l'inflation de manière importante pour réduire la dette. Vous avez la même chose. Il y a plein de situations historiques où il s'est passé la même chose. Alors, après l'article. Donc, si vous voulez, la question de la dette, c'est une fausse question. Donc, la question de la dette, moi, surtout en France, je veux dire, on est la 5e puissance mondiale. On a les moyens de régler. Et j'ajoute qu'en Islande, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas annulé la dette extérieure, mais ils ont annulé une partie de la dette des ménages. Ce qui est très intéressant, parce que c'est un moyen de relancer. Ils ont nationalisé les banques, et donc en nationalisant les banques, ils ont également annulé une partie
enfin la dette d'une partie des ménages, ou une partie de la dette d'une partie des ménages, qui donc du coup ont retrouvé de la capacité de dépenser, d'investissement et de relance de l'économie. Donc tu vois, là, il y a toute une moi je suis pas économiste, mais je veux dire, voilà, vous mettez Sapir au ministère des Finances, je suis sûr qu'il vous trouve les solutions techniques pour relancer l'économie, payer la dette sans faire de défaut. Donc la question du défaut de la France, à mon avis, c'est pas une question cruciale. S'il faut faire du défaut, on fait du défaut. L'Argentine a fait du défaut, et puis le lendemain du défaut, tous les créanciers étaient prêts à revenir lui prêter. Et derrière le défaut qu'elle a fait, je ne sais plus quoi, 10 ans de croissance, 10 ans de croissance continue à plus de 5% de hausse du PIB par an. Donc si vous voulez, ces questions-là, il faut sortir des schémas de pensée ordo-libéraux et monétaristes dans lesquels notre pensée économique s'est engluée depuis les années 80. Et il faut sortir de cette idée qu'une monnaie forte et stable, enfin une monnaie forte et stable, il vaut mieux que la monnaie soit stable, mais une monnaie forte, c'est le garant de la prospérité. Non, une monnaie forte qui est plus forte que ne le permettent les fondamentaux d'une économie, c'est forcer l'économie à courir le marathon avec un boulet au pied, pendant que les pays qui ont une monnaie sous-évaluée courent le marathon avec un petit réacteur dans le dos. C'est exactement ce qui arrive en Europe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, comme l'a montré l'étude récente d'une fondation allemande, les Allemands et les Néerlandais notamment courent le marathon européen avec un petit réacteur dans le dos et s'en mettent plein les poches parce qu'ils font de l'excédent commercial parce que leur monnaie est surévaluée et sous-évaluée et leur permet d'exporter plus, alors que la Grèce, ou la France, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Espagne, ou le Portugal, courent la même course avec un boulet attaché à la cheville, parce que la grosseur du boulet et la lourdeur du boulet est le plus lourd en Grèce, parce que la monnaie est largement surévaluée par rapport à ce que devrait être le taux de change optimal de la monnaie pour ces pays-là. Donc la première chose, c'est de sortir de l'euro et d'en sortir au plus vite. Article 50 ou pas article 50. La première chose, c'est de sortir du piège de l'euro. Comme dit Stiglitz, le prix Nobel américain, les premiers qui en sortiront se porteront le mieux. Qu'on en sorte. Regardez en Europe les pays qui vont bien, en dehors de l'Allemagne et des Pays-Bas qui courent le marathon avec le petit réacteur dans le dos de la sous-évaluation de leur monnaie. Les pays qui vont bien, c'est les pays qui n'ont pas l'euro. C'est l'Angleterre, enfin c'est le Royaume-Uni, c'est le Danemark, c'est la Suède, c'est la République tchèque, c'est la Pologne, c'est tous ces pays qui ont refusé de rentrer dans l'euro alors qu'ils pourraient. Ils répondent aux critères, mais ils ne veulent pas y rentrer parce qu'ils voient bien que c'est un mouroir. Donc la première chose, c'est de sortir de l'euro. Et après, c'est de mettre fin à l'Union européenne. Alors, c'est même pas de sortir, il faut arrêter avec la sortie. C'est mon camarade Frédéric Farin, économiste, qui dit ça. Il dit qu'il faut arrêter, faut changer le récit. Et il faut cesser de parler en termes de sortie qui fait peur, qui est anxiogène. Il faut dire, nous avons la chance de nous libérer d'un carcan. Alors, les voies et moyens. Alors, certains vous disent, il faut désobéir au traité. Moi, la France, c'est pas une petite fille qui désobéit. Donc, la France, elle est souveraine, son peuple est souverain, il a fait la révolution, il a gagné 2 guerres mondiales, il a la bombe atomique, il est la 5e puissance mondiale. Il dit aux partenaires européens, écoutez, voilà, nous avons été pris dans un piège,
personne de nous n'est plus gagnant dans cette affaire. On voit que même les Allemands aujourd'hui, l'Allemagne qu'on nous a présenté comme un modèle est en train de se casser la figure. Donc tout ça, c'est un édifice qui ne tient pas debout. Faisons ce qu'on fait, les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, etc., à la fin de l'URSS, c'est-à-dire faisons un accord de divorce. Donc écoutez, voilà, ça ne marche plus. La France sort, mais sans la France, l'Union européenne n'existe plus. Donc on ne va pas rentrer dans une négociation à la britannique où on voit bien que la question c'est comment on étouffe celui qui veut sortir, de manière à ce qu'il ne sorte pas, ou à ce qu'il ne puisse pas sortir. C'est ça Barnier. La tactique Barnier, c'est on va les faire souffrir au fer rouge, on va jusqu'à ce qu'ils fassent revoter pour que les Anglais disent on reste. D'ailleurs, s'il y avait un nouveau référendum, je ne suis pas sûr que le résultat serait très différent du précédent. Mais bref, l'avenir nous le dira. Donc moi, cette affaire d'article 50, je trouve que c'est se mettre dans un processus qui est un processus asphyxiatoire. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est il y a des mesures unilatérales à prendre dès l'arrivée. Il y a la sortie de l'euro qui est immédiate. Il y a la décision de dire le droit français est supérieur au droit européen, quel que soit le droit européen, à partir du moment où une loi est votée par le Parlement français, elle est supérieure au traité. Ce qui n'est d'ailleurs que revenir à la jurisprudence du Conseil d'État avant un arrêt scélérat un arrêt scélérat du Conseil d'État qui a mis le droit européen au-dessus du droit français. Donc si vous voulez, il y a toute une série de mesures techniques à prendre pour rétablir la souveraineté française dès les premiers jours. Et à partir de ce moment-là, virtuellement, l'Union européenne n'existe plus. Et donc, à partir de ce moment-là, on dit, écoutez, maintenant, on va négocier l'accord de divorce. C'est-à-dire, on se retrouve et on dit, bon ben voilà, l'Union européenne n'existe plus, elle ne peut pas exister sans la France, ou si vous voulez qu'elle existe sans la France, ben, continuez à essayer de la faire exister, mais elle ne nous concerne plus. Et puis en revanche, si vous voulez, on peut négocier sur ce qu'on garde. Et à ce moment-là, on garde quoi? On garde purement et simplement de l'intergouvernemental. C'est-à-dire des coopérations dans lesquelles les gouvernements sont libres, égaux, et déterminent eux-mêmes la part qu'ils apportent au pot commun. Vous avez un très bon exemple de ce qui marche dans ce domaine-là, c'est l'Agence spatiale européenne, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, sur laquelle d'ailleurs l'Union européenne voudrait bien mettre la main, mais le jour où l'Union européenne mettra la main sur l'Agence spatiale européenne, à Dieu de plaise, ça ne marchera plus. Donc, à partir du moment où... Qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne, dans l'Agence spatiale européenne? Vous avez une agence qui détermine ce que seront les programmes scientifiques à mener, et vous avez ensuite les États qui disent moi, ce projet-là m'intéresse, ce projet-là m'intéresse, ce projet-là ne m'intéresse pas, je mets tant sur ce projet-là, je mets tant sur ce projet-là, sur ce projet-là, je ne mets rien, et en retour, j'ai des commandes industrielles qui sont proportionnelles à ce que j'ai mis dans le... Voilà ce qui marche. Donc ça, pourquoi pas? Erasmus, pourquoi pas? Je veux dire, il y a plein de domaines sur lesquels on peut coopérer. Dans le militaire, on a fait Concorde avec les Britanniques, on a fait Airbus à plusieurs, on a fait l'Agence spatiale européenne, donc tout ça, on peut... Mais il faut mettre fin à tout ce qui est mortifère, c'est-à-dire le grand marché, le fait qu'on ne se protège plus. Alors si on veut se protéger à plusieurs,
très bien, on adopte un tarif extérieur commun sur un certain nombre de produits, ça peut se négocier, etc. Après, ça se négocie après qu'on est sorti. Mais voilà. Voilà moi comment je vois les choses. Donc si vous voulez, je ne suis pas pour la désobéissance, parce que la désobéissance, ça voudrait dire qu'on désobéit et qu'en désobéissant, on dit on va pouvoir réformer le machin. Or, le machin, on sait qu'il est irréformable. Et l'article 50 me paraît d'un juridisme excessif, parce que si on rentre dans la procédure de l'article 50, on risque ce que sont les Britanniques, c'est-à-dire d'avoir une négociation pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, pendant lesquels on va tout faire pour nous asphyxier. Et donc je pense qu'il faut, dès l'arrivée au pouvoir, recouvrer la totalité de nos marges de souveraineté et dire le machin c'est fini. Et après, on négocie au cas par cas sur des questions techniques à géométrie variable. Je veux dire, dans un secteur, l'Allemagne peut être un partenaire privilégié, dans un autre, ça peut être l'Espagne ou l'Italie. Et je vais dire, comme Asselineau le dit très bien, pourquoi s'empêtrer du cadre européen? On a à coopérer avec des pays qui sont au moins aussi proches de nous en Méditerranée et qui ne sont pas dans l'Union européenne. Donc, voilà. Voilà ma vision des choses.